Mais pour notre 250e anniversaire, on a droit à cadeau sur cadeau, chaque nouvelle étant meilleure que la précédente. Dans cette vidéo, il sera question du discours du maire de New York pour le 250e anniversaire des États-Unis, du discours de Donald Trump, de la prise de contrôle du Parti démocrate par les marxistes, ainsi que des énormes ennuis qui tombent sur la tête du gouverneur de Californie. Donc une meilleure nouvelle que la précédente, vraiment. Je ne sais même pas par où commencer. Un coup dur pour les démocrates. Et puis encore un autre. Encore plus terrible. Ils n'ont même pas encore compris qu'ils ont pris un sacré coup sur la tête. Ils n'ont même pas encore réalisé qu'ils ont été frappés à la tête. Et à quel point le coup a été violent. Je félicite toutes mes connaissances qui sont membres du parti ou le soutiennent, le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Ils ont maintenant été frappés à la tête avec un sac poussiéreux. Pourquoi donc ? 2 fois. Bon, maintenant, laissez-moi expliquer ce que j'ai dit ici. Parlons de Newsom. Donc incroyablement doux et en même temps de petit voleur. Bien sûr, il est aussi le chouchou des femmes et des lobbyistes, et on ne sait même pas vraiment qui l'aime le plus. Nous en avons déjà parlé hier, mais de nouveaux détails intéressants sont apparus. Donc, je vais répéter certaines choses, comme on dit, avec plus de détails. Une taupe a été infiltrée au plus haut niveau du gouvernement de Californie. Pour la collecte, en tant qu'hyper, c'est tout simplement du miel pour mes voies respiratoires. Donc, une taupe pour recueillir des preuves d'une possible activité criminelle du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et de sa femme, Jennifer Sibel Newsom. Eh bien, c'est tout simplement merveilleux, n'est-ce pas ? Quand tout cela a éclaté et qu'il s'est avéré que la taupe enregistrait les conversations les plus secrètes du cercle rapproché du gouverneur, les démocrates sont passés à l'attaque. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils ont accusé le président Trump de mener une chasse aux sorcières à motivation politique. Autrement dit, ils ont reconnu qu'ils étaient des sorcières. En réalité, l'affaire avait été lancée et la taupe avait été, comme on dit, recrutée avant que Trump ne devienne le 47e président. En d'autres termes, c'est l'administration Biden qui a piégé Newsom, et elle le détestait tout autant, voire plus que les républicains. Mais les républicains n'aiment pas Gavin, ils ne l'aiment tout simplement pas. Ils le méprisent un peu et ne l'aiment pas. Quant aux démocrates qui sont en concurrence avec lui, ils le détestent. Eh bien, exactement comme Biden détestait sa tante éloignée, que vous connaissez tous. Elle s'appelle Nancy Pelosi. Bon, ils ont un lien assez éloigné, mais on l'appelle affectueusement la tante éloignée de Newsom. Je vais vous donner une information inédite et formidable. Absolument incroyable. Et les détails de ce qui se passait et continue de se passer dans le camp des démocrates, qui aujourd'hui sont déchirés par la haine envers les socialistes. Mais pas du tout pour la raison pour laquelle vous n'aimez pas les socialistes. Ils n'en veulent pas aux socialistes pour cette raison, mais parce que ceux-ci leur enlèvent le pouvoir. Ils redoutaient Trump, mais ce sont finalement les leurs qui les détruisent de l'intérieur. Et donc, ceux qui ont l'habitude d'avoir le pouvoir sentent qu'ils pourraient le perdre. En plus de cela, il y a aussi de terribles scandales qui pourraient, couper toute possibilité pour les démocrates de remonter au sommet et, au minimum, de s'y maintenir. Et peut-être même avancer dans toutes leurs idées de gains en 2026 et 2028, mais nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, parlons du socialisme rampant. C'est aussi le marxisme, c'est aussi le fascisme aux États-Unis d'Amérique. Nous n'aurions même pas pu imaginer que nous prononcerions ces mots. Marxisme aux États-Unis, socialisme à New York, fascisme à Washington. Mais probablement, si on tapait au hasard sur un ordinateur pendant 1 million d'années, un jour, comme le disait un critique littéraire soviétique, je parle d'un critique littéraire, pas d'un critique de l'Union soviétique, on finirait par écrire « guerre et paix ». Si on tape au hasard pendant 1 million d'années, bien sûr, c'est l'une des déclarations les plus idiotes que j'ai jamais entendues dans ma vie. Mais au moins, l'affirmation selon laquelle une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour, ça, c'est vérifié. Je l'ai vérifié de nombreuses fois. Ça tombe juste les jours impairs, parfois les jours pairs, et même pendant une année bissextile. Autrement dit, en d'autres termes, ça arrive 2 fois par jour. Et bien sûr, il y aura la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau sera forcément à la fin.
qui vous montrera ce qui se passe quand les socialistes prennent le contrôle d'une ville, d'un pays, d'une île, peu importe. Même si c'est Saqqar, peu importe le nom. D'accord ? Ce que nous savons à 100%, c'est que cela arrivera à coup sûr si les socialistes prennent le contrôle de Saqqar. Bon, tu sais, d'accord. Vous le saurez après, si quelqu'un ne sait pas. Alors nous examinerons les deux côtés d'une même médaille, c'est-à-dire Montagne et Newsom. De mon point de vue, ce sont deux faces d'une même médaille bon marché. Montagne et Newsom. Donc passons maintenant à l'histoire la plus remarquable de notre époque turbulente, sur la façon dont des socialistes effrontés ont pris d'assaut le devant de la scène politique américaine. Il y a encore 10 ans, les Democratic Socialists of America, qu'on appelle DSA, n'étaient qu'une organisation connue seulement des spécialistes de l'histoire des mouvements de gauche américains. Fondée en 1982 par la fusion de deux groupes socialistes plutôt faibles. L'un s'appelait le Comité d'organisation socialiste démocratique, et l'autre, le Nouveau Mouvement américain. La DSA est restée pendant des décennies, un club. Oui, avec seulement quelques milliers de membres à travers toute l'Amérique, sans vraiment de poids lors des élections. Mais il y a eu un tournant, en 2016, parce que si on sème longtemps dans les écoles, les universités, dans d'autres organisations où les jeunes se trouvent, quelque chose finira forcément par pousser. Et ce quelque chose s'est avéré être le fascisme. La campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders, qui s'est pour la première fois ouvertement qualifié de socialiste démocratique. Je vous le rappelle. Donc, il existe des socialistes nationaux, ce sont des fascistes. Il existe des socialistes internationalistes, ce sont des communistes, et ceux-là se qualifient de socialistes démocratiques. Mais quoi que vous fassiez, comme on dit, vous n'êtes toujours pas à la hauteur. Pour nous, vous ne convenez absolument pas. Donc, malgré tout, voilà Bernie Sanders étant un orateur brillant, je dois l'admettre, un orateur vraiment brillant. Il parle de façon incroyable, c'est-à-dire, il ne dit pas vraiment grand-chose, mais ensuite on a l'impression qu'il a dit une sorte de vérité. On dit que Trotsky lui ressemblait à cet égard, n'est-ce pas ? Donc Sanders, pendant sa campagne, il a en quelque sorte mobilisé la jeunesse. Il a touché les jeunes avec ses discours. Et des millions d'Américains, surtout des jeunes, ont voulu participer à cela, à quelque chose de juste ou de correct. Nous n'avons rien compris, mais il dit quelque chose de juste. Cela nous apportait ce que nous n'avions pas gagné, venant du pétrole qui appartient à d'autres. Pour nous, ça finirait ainsi. Donc, c'est honnête. À cela s'est ajouté, bien sûr, la victoire de Donald Trump aux élections de la même année, ce qui a mobilisé l'électorat contestataire de gauche. En résumé. Donc le nombre de membres de la DSA est passé de... il y en avait environ 6000 dans tout le pays. En 2015. Et en 2000, 2006, enfin à ce jour. Je ne me souviens plus combien ils étaient. Maintenant, ils ont environ 100 000 membres. Et parmi eux, ils ont 199 sections dans tout le pays. 34 comités d'organisation, quelque chose comme ça. Et c'est pratiquement dans presque tout le pays. Il me semble que 47 États sur 50 ont leurs organisations. Seulement en Alaska. Il fait trop froid là-bas pour eux, donc il n'y en a pas. Leur organisation, la DSA, n'est pas structurée comme un parti traditionnel, mais plutôt comme un réseau décentralisé. Comme Daesh, oui. C'était décentralisé, organisé. Comme là-bas en Iran, comment ça s'appelle déjà ? Le corps, oui, qui est aussi organisé selon le même principe. Décentralisé. Les sections locales et les courants idéologiques internes disposent d'une autonomie considérable. La plus grande section est New York, avec environ 14 000 membres, du moins lors de l'élection de Mamdani. Ensuite, il y a Los Angeles, environ 5 000. Washington aussi avec 3 000. Au sein du DSA, il y a depuis des décennies un débat entre l'aile gauche qui dit « il faut rompre avec le Parti démocrate et construire une stratégie révolutionnaire, oui », et l'aile droite qui dit « il faut donc faire exploser le Parti démocrate de l'intérieur ». C'est une sorte de politique électorale flexible qui a commencé à fonctionner maintenant parce qu'ils agissent, pour ainsi dire, à l'intérieur du parti. C'est précisément cela qui a apporté des résultats. Alors, concernant le financement, il y a eu beaucoup de questions à ce sujet. La droite accusait toujours que le DSA, donc, recevait de grosses sommes d'argent, notamment de la part de George Soros.
Le centre conservateur monolithique Manhattan Institute a publié dans son magazine City Journal un article intitulé « Donc, le DSA suit le plan de Soros ». C'est la position des critiques et non un fait établi. En général, il n'y a pas de rapport financier confirmé à ce sujet. En vérité, je dois dire que ce que Soros transmet à quelqu'un passe par 3, 4, 15, 28 intermédiaires, donc il est très difficile de le tracer. Les données accessibles au public dressent un tableau différent. DSA décrit sa croissance comme le résultat des cotisations de ses membres. Tout le monde dit ça. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement eux, mais n'importe quel mouvement dit « Nous ne vivons pas sur l'argent de quelqu'un d'autre, aucun milliardaire ne nous finance, ce sont nos membres qui nous donnent de l'argent. » Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que non, quelque part on appelle ça du 50-50. Oui ou non? Oui ou non? Un exemple révélateur d'ailleurs, c'est la campagne de Mila Kiros à Denver, qui avec l'aide de la section locale de la DSA a rassemblé plus d'1 millier. Combien étaient-ils? Environ 6500 bénévoles. 6500 bénévoles, c'est énorme, messieurs. Ils ont frappé à plus de 100 000 portes et passé 500 000 appels aux électeurs. C'est un modèle classique d'organisation de terrain à la base et non une opération financée d'en haut. Cela ne signifie pas que la question du financement est close comme vous l'imaginez. Peut-être que les Chinois y contribuent, peut-être que ça vient d'ailleurs, d'Iran c'est tout à fait possible, mais comme ils ont une structure avec beaucoup de branches différentes, il n'y a aucune transparence, zéro. Cependant, il est assez difficile d'affirmer qu'ils sont coordonnés par un quelconque financement étranger. Maintenant, voyons ce qui s'est passé en 1926. L'année 1926 a été pour cette DSA une année de véritable bond qualitatif. Selon les données du début juillet, les candidats soutenus par la DSA ont remporté 35 primaires, c'est-à-dire des primaires internes au parti. D'accord ? Il y en avait en tout 150. Ils ont présenté 150 personnes et dans 35 cas, ils ont remporté la victoire. Donc selon moi, cela fait 34 défaites, et les autres ne sont pas encore comptabilisées. Les victoires clés étaient très importantes. Voici le maire Zohran Mamdani, maire de New York, une certaine Milad Kiras, elle a 29 ans, elle a gagné à Denver. C'est probablement l'une des défaites les plus retentissantes d'un homme politique en exercice. Daria Lisa Avila, j'en ai déjà parlé, c'est aussi à New York, c'est pour le Congrès. Claire Valdez a remporté les primaires, aussi à New York. Eh bien, et toutes sortes de victoires locales, enregistrées dans l'Oregon, la Californie, l'Arizona, la Géorgie, là-bas, en Caroline du Nord. Je ne me souviens plus de la suite. Eh bien, tu sais, les maires à New York, bien sûr, oui. En général, la DSA détient actuellement environ 250 mandats électifs. Ce n'est pas encore un nombre énorme, mais c'est un bond en avant. Au niveau local, à travers tout le pays, cela inclut 96 membres de conseils municipaux et de commissions de comté, ainsi que 8 maires et chefs de comté. Encore une fois, ce n'est pas beaucoup, mais c'est énormément par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y a 1 an, au Congrès, le DSA avait 2 membres, Alexandria Ocasio-Cortez et, comment elle s'appelle, Rashida Tlaib. Tlaib, pas Talib, mais Tlaib. Après ce cycle actuel, donc, si tout se passe comme il l'espère, il y aura 5 personnes au Congrès. Et passer de 2 à 5, c'est sérieux. Il est symbolique que la section new-yorkaise du DSA ait mené 10 scrutins lors de ce cycle et en ait remporté 9. C'est pratiquement une prise de contrôle totale de la machine politique locale, dans la zone où la concentration des membres est la plus forte. Vous comprenez qu'ils ont pratiquement pris le contrôle du Parti démocrate de New York, pour ainsi dire. Le programme s'appelle Logique électorale. Donc, ils proposent une couverture santé universelle, c'est-à-dire prendre l'argent de la population et soigner tout le monde avec cet argent. Le logement abordable, encore une fois, c'est la même chose, oui, c'est-à-dire construire sans se soucier du coût. L'important n'est pas de rentabiliser l'investissement, mais simplement que les gens puissent y vivre. Mais il n'y en aura clairement pas assez, et encore une fois, ce sont ceux qui travaillent qui seront dépouillés. Maintenant, l'augmentation des impôts pour les riches, c'est naturel, et cette rhétorique antisémite, antipolitique, anti-palestinienne, pro-palestinienne, antisémite, anti-israélienne. Santa France explique ses succès ainsi. Les progressistes et les socialistes démocratiques remportent les élections parce que la grande majorité des Américains comprend que le statu quo politique ne fonctionne pas.
Eh bien, c'est des absurdités totales, à 100%. Les organisateurs du DSA soulignent qu'ils votent naine pour des mesures, pas pour une étiquette. Il s'agit plus du programme que de l'étiquette, a déclaré un représentant de la société Kairos. La coalition électorale qui s'est formée, selon le Washington Post, est composée principalement de jeunes électeurs instruits, souvent titulaires d'un diplôme universitaire, réunis autour de questions matérielles concrètes. Ils veulent qu'on n'augmente pas leur loyer, qu'ils aient un logement, qu'on leur paie des soins de santé et qu'ils reçoivent des salaires. Pas en fonction de ce qu'ils peuvent réellement gagner ou obtenir, mais autant qu'ils le souhaitent pour mener, selon eux, une vie normale. Donc ce n'est pas une sorte d'étiquette idéologique socialiste, n'est-ce pas? C'est purement pragmatique. Moi, je veux qu'on me donne, point. C'était ça le principal slogan, la principale conclusion qu'on peut tirer de leur victoire. Moi, je veux et je me fiche d'où vous allez le prendre, j'y ai droit. Voilà, j'y ai droit, point. Et puis, comme toujours, la deuxième chose, c'est pourquoi lui, il a et moi, je n'ai pas, etc. Maintenant, pourquoi, en fait, le Parti démocrate s'est-il retrouvé vulnérable? La vulnérabilité structurelle du Parti démocrate face à la DSA n'est pas un hasard. Elle découle de l'architecture du système bipartite américain. La DSA ne crée pas son propre parti, contrairement à ce qui se ferait en Europe, en Israël ou ailleurs, n'est-ce pas? À la place, l'organisation remporte systématiquement les primaires démocrates. Elle n'a pas à battre tout l'establishment du parti. Il suffit de surpasser les acteurs vulnérables ou mal préparés, les politiciens en place, circonscription par circonscription. Désormais, la direction du parti ne peut qu'avertir, mais elle ne peut pas arrêter le processus. Et les stratèges démocrates, comme par exemple El Motor, une personne connue, disent « Nous avons besoin de centristes pour gagner au niveau national ». Autrement dit, au sein du parti, tu peux gagner en disant que tu es, disons, un démocrate en avant, prêt à tout couper, tout prendre, tout enlever à tout le monde, tout jeter, n'est-ce pas? Mais si tu utilises ce slogan aux élections générales, car là je parlais des élections internes au parti. Personne ne veut voter pour toi, sauf quelques partisans fanatiques du parti, et encore seulement certains membres. Et il a dit aussi « Je pense que certaines des positions avec lesquelles ces nouveaux socialistes sont arrivés sont tellement extrêmes qu'elles seront rejetées quand nous passerons au niveau national. Et c'est exactement ce qui se passera en 2028. » Ils pensent simplement qu'en 2026, cela n'aura pas encore d'influence, parce que le peuple n'a pas encore pris conscience, mais qu'en 2028, tout le monde commencera à comprendre. Néanmoins, ces avertissements n'empêchent pas pour l'instant les victoires aux élections locales. Maintenant donc, la concentration locale. Et qu'est-ce que cela apporte quand tu as beaucoup de membres dans une région? Cela apporte la victoire, cela donne le contrôle. Là où l'adhésion de ce DSA se concentre, eh bien New York par exemple, n'est-ce pas? L'organisation des DePacta s'empare de l'infrastructure du parti par la base. Parce qu'ils viennent tous, ils crient, ils exigent, ils se font entendre, alors que ceux qui sont au milieu, eux, il y aura celui-ci, celui-là, certains non, mais eux sont tous ensemble. C'est pourquoi ces 5 ou 10% là l'emportent sur les 80 ou 90% restants des membres du parti qui sont inertes. Mais leurs ambitions, ou comme on disait en Russie, les leurs, oui, donc leurs représentants, ils sont plutôt ambitieux, et ils ont l'intention d'aller plus loin. Les dirigeants du DSS déclarent ouvertement qu'ils mènent une campagne compétitive pour la Maison-Blanche en 2028. Et ils discutent d'une rupture formelle au sein du Parti démocrate afin d'agir comme un bloc indépendant au Congrès. Pour l'instant, seule la logistique d'une telle rupture les retient. Je vais vous dire tout de suite, Lénine aussi, parmi ces bolcheviks, avait une petite faction. Je ne me souviens plus combien ils étaient, mais regardez tous les malheurs qu'ils ont causés. Maintenant, cette partie de la population, celle qui vote pour eux, elle est incroyablement antisémite. C'est-à-dire, en fait, tout simplement ils appellent ça autrement, genre anti-israélienne, anti-sioniste, etc. C'est en fait de l'antisémitisme pur. C'est un fait documenté. Le DSS a officiellement approuvé le mouvement de boycott, c'est-à-dire le BDS, le désinvestissement et les sanctions contre Israël. Déjà en 2017 et lors du congrès de 2021, le soutien à la Palestine a été inclus dans la première plateforme politique de l'organisation.
Ils ne soutiennent rien ni en Afrique ni en Asie. Nous allons soutenir spécifiquement la Palestine. Voilà, avec la lutte palestinienne contre l'apartheid, le colonialisme, l'occupation militaire. Mais comment peut-on occuper une partie de son propre territoire, Israël? Eh bien, c'est possible si quelqu'un l'appelle simplement autrement, avec un autre nom. Par exemple, la Palestine. On appelle ça, eh bien, imaginez-vous, d'accord? Qu'à New York, le Bronx s'appelle Iceburn. Occupé parce qu'on ne l'a pas appelé le Bronx, mais Schmalestina. Et tout de suite, il s'est avéré que c'est l'État de Schmalestina qui est occupé par New York ou l'Amérique. Le cas de Jamal Bowman. Jamal Bowman, un membre du Congrès du Bronx, avec un bon nom américain simple, originaire de Westchester, membre de la DSA, qui a remporté la primaire contre le membre du Congrès pro-israélien de longue date, Eliot Engel. C'était en 2020, cela est devenu un terrain d'essai pour ce conflit. En novembre 2021, Bowman s'est rendu en Israël avec une délégation d'un groupe libéral pro-israélien. Il a rencontré le Premier ministre Naftali Bennett et avant cela, il avait voté pour un financement supplémentaire du système israélien, c'est-à-dire le dôme de fer. Et tout de suite, plusieurs sections du DSA ont exigé son exclusion totale de l'organisation, de l'expulser donc de ce même Bowman, je ne sais pas. Là-bas, le rouler dans quelque chose, l'enrouler, le jeter, le brûler, je ne sais pas. Le comité politique national du DSA a décidé d'exclure, mais à la dernière minute a décidé de ne pas exclure, mais a annoncé qu'il ne soutiendrait pas la candidature de Bowman aux élections de 2022. Eh bien, ils ont eu peur qu'il rejoigne une autre organisation, et s'il ne montrait pas de solidarité avec la Palestine. Ils lui ont offert une échappatoire, affirmant qu'il ne serait pas exclu s'il montrait de la solidarité. Et oui, ils ont ajouté, conformément aux attentes que nous avons fixées. Autrement dit, tu ne dois pas avoir ta propre opinion. Vassia, voilà ce que nous avons décidé, alors suis-le. Le vice-président de la fondation éducative DSA, David Dualt, a qualifié ce qui se passe d'érosion des normes démocratiques et a souligné l'absence, donc, de possibilité de l'exclure. Le groupe de travail DSA sur la Palestine a clairement déclaré « Nous sommes conscients de la menace que Bowman et d'autres membres représentent pour le lobby sioniste. » Vous comprenez quelque chose? En 2024, Bowman est allé encore plus à gauche. Eh bien, sur la question d'Israël. Il a commencé à soutenir le BDS, il ne voulait pas se fâcher avec ses camarades et il a décidé « Eh bien, je me fiche de mon propre avis, qui cela intéresse, n'est-ce pas ?» Et après le 7 octobre, il a vivement critiqué Israël, l'accusant de génocide à Gaza. C'est normal, non? Cela lui a coûté le soutien de nombreux électeurs juifs de sa circonscription, et à l'été 2024, il a perdu. Évidemment. George Latimer l'a donc battu de plus de 11 points. Tandis que le lobby pro-israélien, y compris l'AIPAC, a investi une somme importante dans la campagne contre lui, messieurs. Donc Bowman parlait de 20 millions de dollars d'argent occulte. Bon, il est clair qu'il a exagéré, puisqu'en réalité c'était 1,58 million, non? L'argent n'était pas occulte, mais il voulait justifier sa défaite non par son antisémitisme, mais en accusant de mauvaises personnes, qui ont décidé de soudoyer les électeurs. Il s'avère qu'on peut acheter les électeurs. Comme c'est intéressant. Le journalisme de droite et pro-israélien l'a formulé de manière très dure. Le journal The Daily Beast, dans un article sur la défaite de Bowman, a écrit que le DSA avait tout fait pour attiser la haine envers les Juifs, faisant de lui un test décisif au sein du mouvement et a qualifié ce qui se passait de haine, un pogrom lent venant de la part de la gauche radicale. Eh bien, il n'y a pas eu de pogrom. Je n'aime pas non plus quand ce camp crie au fascisme, tout comme je n'aime pas quand cet autre camp crie au pogrom. Et maintenant, revenons à aujourd'hui, le discours de Mandani et le contraste avec Trump. Le 3 juillet, soit la veille du 250e anniversaire des États-Unis, le maire de New York, Zachran Mandani, a prononcé un discours programmatique. Depuis le bâtiment de la mairie, assis à une table qui, selon la tradition, aurait été utilisée par George Washington, entouré de 10 citoyens récemment naturalisés tenant des drapeaux américains. Donc ces mêmes citoyens, bien sûr, lorsqu'ils défilent dans les rues, ne portent pas des drapeaux américains, comme nous l'avons vu, mais certains portent des drapeaux palestiniens, d'autres mexicains, et d'autres encore différents. Là-bas, ils sont arrivés, on leur a donné un petit drapeau américain et dit
Voici le drapeau américain. Il l'agitait en souriant. L'heure de l'intervention, quelques heures avant le discours de Donald Trump au Mont Rushmore, a été choisie de manière démonstrative, comme une sorte de contre-programmation directe. C'est comme s'il disait « Nous allons leur montrer, vous voyez, comme un train blindé qui fonce sur quelque chose ». Mandani, lui-même citoyen naturalisé, arrivé aux États-Unis depuis l'Ouganda, un bon endroit d'où venir aux États-Unis, à l'âge de 7 ans, n'a jamais mentionné Donald Trump par son nom, mais son discours était critique envers la politique d'immigration. Envers la politique d'immigration du gouvernement. Les formulations clés, il a parlé d'agents déguisés qui terrorisent nos rues, mais il a oublié de dire que ces agents attrapent des meurtriers, des violeurs, des terroristes et d'autres criminels. Ces agents mangent la nourriture préparée par nos voisins sans papier, un clandestin. Donc un clandestin, c'est un voisin sans papier. Avant de les emmener secrètement dans des fourgonnettes banalisées. Il a encore confondu l'URSS. Il a encore confondu l'URSS avec l'Amérique. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'accusations vagues et de paroles amères sur la façon dont leurs gens, qui ont franchi la frontière sans autorisation, mais l'ont franchie, sont maintenant opprimés par ces monstres américains selon les lois du pays dans lequel ils rêvaient tant d'entrer. Ce ne sont pas eux les oppresseurs, mais ceux qui sont arrivés et qu'on opprime. Donc le fait que des millions de personnes essaient d'entrer en Amérique et que personne ne veuille fuir l'Amérique, c'est bien sûr la preuve qu'elle est horrible, l'Amérique. Et tous les autres pays d'où les gens fuient, mais où personne ne veut aller, eux, ils sont très bien. Par exemple l'Ouganda ou la Somalie, ou par exemple la Biélorussie, ou par exemple la Corée du Nord. Ils sont tous très bien, et quand ces bonnes personnes enfreignent notre loi, et que nous essayons de les punir pour cela, alors nous sommes les méchants. Est-ce que vous comprenez quelque chose à tout ça ? C'est-à-dire, je comprends que je ne veux même pas dire ce que c'est. Oui, il a accusé des personnes influentes de faire de l'Amérique une arène de suprématie. C'est logique, tout le monde veut venir ici et personne ne veut partir d'ici, alors que la liberté n'y était réservée qu'à quelques-uns. Pourquoi alors des millions de personnes affluent-elles ? Je peux te le dire ? Et il a qualifié le regard des Américains sur l'immigration et les immigrés de mesquins, faibles et peu original. C'est vrai, notre point de vue n'est pas original. Nous ne voulons pas de clandestins ici. Nous ne voulons ici que des immigrés en situation régulière, que nous avons contrôlés. Et encore, pas tous. Le patriotisme, il l'a, pour ainsi dire, redéfini comme le droit de ne pas être d'accord. C'est-à-dire, s'il n'est pas d'accord avec le gouvernement et qu'il lui résiste, voilà, il y a une loi, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette loi, ça c'est du patriotisme. Bon, peut-être que tu n'es pas d'accord, alors va la changer. Non, pourquoi faire ? On ne va tout simplement pas l'appliquer. Et il a conclu en disant que les idéaux fondamentaux du pays sont suffisamment forts pour survivre à n'importe quel régime autoritaire, mais seulement si nous aspirons à les atteindre. Hein ? Quoi ? Le contexte du discours est révélateur. Il a eu lieu juste après une série de victoires remportées par des candidats soutenus par Mamdani. Lors des primaires de New York, d'ailleurs, la semaine dernière, la Cour suprême a également confirmé le droit du sol. Cette décision, en fait, la Cour ne l'a pas vraiment confirmée. Elle n'a tout simplement pas permis de la changer sur la base proposée par Trump et a suggéré une autre voie pour le faire. Autrement dit, c'est le contraire. Elle a dit « c'est possible, mais d'une autre manière ». Mais néanmoins, il considère que c'est comme si Trump avait reçu une gifle. Le discours de Trump, le même jour, était de nature diamétralement opposée. Le président parlait de la fierté à l'égard de l'histoire du pays, mettait en garde contre la menace communiste qui, selon lui, représente un danger fondamental pour les valeurs constitutionnelles et l'esprit fondateur de la nation. McCarthy disait cela, exactement la même chose. Mais on nous a menti à son sujet, on en a fait une figure complètement cauchemardesque, n'est-ce pas ? Il disait exactement la même chose. Il disait « Les gars, ne laissez pas les communistes prendre ce pays ». Ainsi, les 3 et 4 juillet 2026 ont constitué un moment de duel public et symbolique entre deux visions de l'Amérique à l'occasion de son 250e anniversaire, des deux côtés avec un destinataire parfaitement clair. Eh bien, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que cela signifie pour novembre 2026 et, respectivement, pour novembre 2028.
Le sujet même, c'est que le Parti démocrate est divisé. Les démocrates modérés craignaient depuis des années que le succès des candidats associés à la DSA, au socialisme, au fascisme, au communisme, oui. Ils ont même eu un candidat, ils ont choisi un candidat qui, quelque part, avait, disons, sur la poitrine. Je ne me souviens plus maintenant. Ou sur le bras. C'était probablement, disons, une tête de mort, celle de la division SS. Enfin bon, de notre côté, on peut tout simplement devenir fou à cause d'eux. En gros, cela pourrait, comme ils le craignent, se transformer en vulnérabilité lors des élections générales dans les circonscriptions disputées. Cela repoussera les électeurs indécis et nuira à l'image publique du parti au bénéfice des républicains. Je le pense également. Je suis absolument d'accord avec eux et j'en suis très heureux. Je parle sérieusement, j'en suis vraiment très heureux. Les républicains, de leur côté, cherchent systématiquement à mettre en avant la primaire démocrate, utilisant les victoires des socialistes comme preuve que tout le parti a basculé à gauche. Ce qui est vrai. Au contraire, ce n'est pas une partie d'entre eux qui a basculé à gauche. Non, ils n'ont pas basculé à gauche. Et ceux qui ont senti que, comme on dit, le sol se dérobait sous leurs pieds, ont commencé à crier « Nous ne sommes pas des socialistes. Nous sommes des capitalistes. Nous sommes capitalistes, mais personne ne les écoute au sein du Parti démocrate. » Donc cette fois-ci, les républicains auront une occasion tout à fait remarquable de citer les discours et les déclarations qui ont été écrits ou prononcés par ceux qui ont été élus par les démocrates. Donc, pour la lutte pour le Congrès par de jeunes chacals. Les dirigeants même de la DSA, ne cachent absolument pas qu'ils considèrent les élections de mi-mandat républicaines uniquement comme une étape. L'objectif est fixé à l'horizon 2028. Selon leurs propres mots, une campagne capable de rivaliser pour la Maison-Blanche. De qui parle-t-il? Probablement d'Ocasio-Cortez. Qui d'autre? Sûrement pas cette dingue de Rachida, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle n'est pas juste folle, elle est mentalement dérangée. Que cela reste une ambition ou devienne une réalité dépendra de la capacité des candidats du DSA à répéter leur succès. En dehors des bastions démocrates urbains, dans des circonscriptions disputées, en Floride, au Wisconsin et dans d'autres États. Lorsque l'organisation investit déjà de grosses sommes d'argent. Et encore une fois, ils racontent que tout cela vient de nos cotisations. Mais c'est difficile à croire, non? Quelles cotisations, franchement? Quelqu'un leur donne des sommes énormes. De mon point de vue, c'est tout à fait remarquable. Je veux voir le mineur. Tout d'abord, là-bas, un habitant du Minnesota qui vote pour qu'on lui prenne son argent et qu'on le donne à des immigrés illégaux. Ou je veux voir le policier dans l'État du Wisconsin qui vote pour l'abolition de la police. Ou le fermier dans l'État de l'Iowa qui veut qu'on lui dise à quel prix il doit vendre sa production sur le marché. Et si jamais il augmente ce prix, s'il fait quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, alors sa ferme sera réquisitionnée. Et on le met dehors de chez lui. Voilà, en gros, l'explication de ce qui va vraiment se passer si ces fichus fascistes prennent le pouvoir dans notre pays. Mais il est temps de revenir à notre sujet principal. Comme on dit, on a crié, on s'est réjoui, on a sifflé, on a ironisé, on s'est moqué. Passons à notre chouchou des femmes et des serveurs, notre doux et sucré héritier des affaires des familles Getty, Pelosi et Newsom. Svetozar, le vieux Gavin. Comme nous le savons maintenant, l'affaire de Gavin Newsom ainsi que son autre épouse a éclaté. Oui, je sais qu'on ne dit pas « son autre » en français. Inutile de me le rappeler dans les commentaires. Je veux dire son autre, sa autre et leur autre, et je continuerai. Tout cela est arrivé avant même que Trump soit à la Maison-Blanche. Donc le ministère et le portefeuille, je pouvais en parler si je le voulais. Le ministère de la Justice a inculpé Dana Williamson, qui était l'ancienne chef de cabinet de Newsom, le 12 novembre 1925, justement. En novembre, je me souviens. Oui. L'acte d'accusation comporte 23 chefs d'accusation, y compris des chefs remarquables. Complot en vue de commettre une fraude bancaire et électronique, c'est étonnant, fausse déclaration fiscale et mensonge au FBI. On peut bien sûr faire de fausses déclarations, mais il ne faut pas mentir ou fuir le FBI.
Selon l'accusation, entre février 1922 et septembre 1924, Williamson et ses complices ont détourné environ 225 000 $ d'un compte de campagne inactif, pour ainsi dire. C'est-à-dire que les gens ont donné de l'argent pour les élections, et au lieu de le dépenser ou de le rendre, ou je ne sais pas quoi, oui, il y a des lois à ce sujet, ils ont simplement pris cet argent. Il les a cachés sous des conditions constitutionnelles. Eh bien, essaie de faire ça dans ton entreprise, tu te feras attraper. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça ne va pas bien se passer. Les procureurs affirment également qu'elle a déclaré plus de 1,7 million de $, là c'est déjà un peu plus sérieux, non? De fausses dépenses professionnelles dans les déclarations fiscales. Mais en réalité, qu'a-t-elle dépensé? Qu'a-t-elle déclaré? La jeune femme a bien voyagé, elle a simplement voyagé, n'est-ce pas? Je ne dis même pas, je ne sais pas, qu'elle buvait du champagne pour le verser dans la baignoire et s'y baigner, n'est-ce pas? Comment? Les autres types, ceux qu'on a attrapés, l'ont fait. Peut-être qu'elle a fait autre chose, mais dépenser 1,7 million de $ en frais professionnels lors de voyages, c'est pas rien. Voilà. En mai 1926, Williamson a plaidé coupable pour entente en vue de fraude bancaire électronique, fausse déclaration fiscale et mensonge au FBI. C'est quelque chose de très sévèrement poursuivi chez nous. Pour une raison quelconque, c'est précisément au FBI qu'on n'a pas le droit de mentir, alors qu'on peut mentir à tout le monde d'autre. La sentence n'a pas encore été prononcée. En vérité, je n'ai pas encore vérifié dans l'Amérique socialiste, peut-être que, poids, à Dieu ne plaise, il se présentera l'occasion de vérifier, et alors il s'avérera qu'on peut dépenser 1 million, 1,6 ou 1,7 million de $ pour des voyages d'affaires. Voilà. Maintenant, le ministère de la Justice a porté des accusations contre cette Dana. Elle était la chef de cabinet de Newsom. Rien de plus, rien de moins, n'est-ce pas? Le 12 novembre 1925, comme je l'ai déjà dit. L'acte d'accusation. Et d'où tout cela vient-il? D'où tout cela a-t-il surgi, hein? C'est très simple. Déjà, sous Biden, ils ont recruté une jeune femme qui faisait partie, en quelque sorte, du cercle rapproché. Là-bas, une lobbyiste, elle s'est accrochée un petit micro et elle est allée à toutes les réunions, pendant 1 an et demi, à toutes les réunions, donc, avec ce micro. Et Alexis Podesta, c'était son nom. C'est une figure influente de longue date, comme ils disent, une lobbyiste qui a occupé des postes sous Newsom et sous Jerry Brown, et que Newsom lui-même a nommé au conseil du Fonds d'assurance d'État. Depuis 2020, elle portait un micro pour le FBI à partir de, je crois, juin 2024, c'est ce qu'a dit l'avocat Williamson. Donc Scott, McGregor Scott, c'est un ancien procureur fédéral et quelque chose comme ça. Il a laissé entendre, il a dit quelque chose comme « Elle portait le micro alors que ma cliente, elle, ne le portait pas. » Eh bien, elle ne le portait pas. Dans les documents judiciaires, Podesta serait mentionné comme complice numéro 2, et c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée, vraiment arrêtée, mais aucune accusation n'a été portée contre elle parce qu'elle a dénoncé tout ce qu'elle pouvait. Son avocat a précisé qu'elle, oui, a coopéré avec l'enquête, oui, elle coopère. L'une des conversations enregistrées, mentionnée, je le précise, est mentionnée dans l'accord de plaidoyer. Wills, donc Williamson, a enregistré comment elle et Williamson et Podesta discutaient de la stratégie de réponse à une demande dans le cadre de la loi sur la transparence des documents publics, qui concernait là-bas une procédure judiciaire en Californie. D'ailleurs, Williamson partageait facilement des informations qui étaient strictement confidentielles au niveau de l'État et dont la divulgation était absolument interdite. Ils en parlaient facilement au téléphone avec n'importe qui. Ils racontaient tout. Ils s'en fichèrent complètement. Ils signaient qu'ils ne divulgueraient rien, et tout de suite après, ils divulguaient un an. Ils signaient qu'ils ne feraient rien fuiter, et tout de suite après, ils faisaient en fuiter. Personne ne leur demande de compte, car ils sont les maîtres du jeu. Parfois, quelqu'un le fait, un peu. Mais les gars, ce n'est pas un petit larbin, là ils vont vraiment lui mettre quelque chose de 2 à 15 ans, rendre 2 millions de $, etc. Mais eux-mêmes annoncent les chiffres, donc ils ne vont pas les réclamer. Rendre peut-être avec une pénalité et des intérêts. Oui, ils ont attrapé quelqu'un d'important et ce n'est pas le premier. Mais d'abord, ils attrapent un petit poisson, puis ils attrapent un poisson moyen avec ce petit poisson, et au poisson moyen, ils disent « On va réduire ta peine de 10 à 2 ans, maintenant dénonce les autres. » L'ampleur de l'enquête s'est avérée très vaste. L'automne dernier, le FBI a envoyé une lettre à de nombreux initiés et lobbyistes de Sacramento, y compris d'ailleurs quelques républicains.
Il affirme qu'il n'a jamais communiqué, ni avec Podesta, ni avec Gulems, et la notification disait simplement « Messieurs, pendant une certaine période, nous avons intercepté vos appels dans le cadre de l'enquête. C'est juste pour que vous soyez au courant. » Cette ampleur s'explique par le fait que Podesta était sur écoute. Tout ce n'est pas qu'elle transmettait ce qu'elle voulait, c'est ce qui se passait, c'est ce que le FBI savait, mais au début c'était le FBI de Biden, donc ça allait dans une certaine direction. Et puis les gens de Trump sont arrivés, et maintenant ils ont tout analysé, comme on dit, tout ce qui avait été enregistré là-bas. Oh, c'est intéressant. Voilà. En fait, Podesta était une personne connue, elle était en contact avec de nombreuses figures de la classe politique de Sacramento, y compris avec les républicains. L'écoute de ces appels a également touché des personnes qui n'avaient pas de lien direct avec elle, mais avec qui on discutait de choses qu'il ne fallait pas faire, disons. Oui, d'abord ils parlaient, puis ils agissaient en... Newsom lui-même et sa femme font maintenant l'objet d'une enquête séparée. Le mois dernier, Newsom a déclaré que lui et Jennifer, sa femme, faisaient l'objet d'une enquête fédérale. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils les tiennent. Ils ne les ont pas arrêtés, mais ils leur mettent déjà la pression. Selon les médias, les enquêteurs examinent également les organisations à but non lucratif liées à la première dame de l'État. Eh bien, excusez-moi, pour ainsi dire, oui, je vais formuler mon hypothèse. C'est une voleuse, voilà ce que je suppose, qui a déjà été critiquée par des observateurs conservateurs pour des dons d'entreprises et des conflits d'intérêts potentiels. Elle n'est évidemment pas au niveau des oligarques ukrainiens, russes ou d'Hillary Clinton. Elle n'a pas encore atteint ce stade, mais si elle était montée un peu plus haut, les milliards seraient déjà arrivés. Newsom a publiquement accusé le ministère de la Justice de l'administration Trump d'avoir organisé une enquête à motivation politique contre lui, qualifiant cela de vengeance et insinuant qu'il est poursuivi à cause de sa possible candidature à l'élection présidentielle de 2028 et la faute. Quelle faute, dit-il? Il n'y a absolument aucune faute, c'est juste une calomnie. Et Podesta ne portait pas de micro, non. La chronologie contredit la version de Newsom sur la vengeance. Podesta portait déjà un micro en juin 2024, soit 1 an et demi avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Mais il ne pouvait pas mettre en place cette écoute contre Newsom. Même sans supposer, tu supposes encore qu'il sera de nouveau président? Oui? D'accord. Maintenant, l'acte d'accusation contre Williamson a été annoncé sous l'administration sortante de Biden à la fin de l'année 25, c'est-à-dire, encore une fois, cela n'a aucun rapport avec Trump. Quant à l'informateur, aux écoutes et aux premières accusations, tout cela est apparu avant toute possibilité d'une telle opération, que Trump aurait pu organiser. Quel que soit le rôle que joue actuellement le ministère de la Justice de Trump dans cette affaire, il s'agit de la poursuite d'une affaire fédérale déjà existante, et non de sa création. Eh bien sûr, ils s'y sont accrochés de toute leur force. Les commentateurs et les médias républicains se sont emparés de cette histoire comme d'une preuve que la version de Newsom sur la chasse aux sorcières, encore une fois, les sorcières, ce sont les démocrates, dans ce cas précis, est fausse, en soulignant précisément la chronologie de l'ère Biden. Newsom a gardé pour Podesta un poste rémunéré au Conseil d'État, faisant semblant de ne lui en vouloir en aucune façon et qu'il ne se vengeait absolument pas d'elle. Là-bas, elle ne recevait que 68 000 $, je pense que c'est vraiment une petite somme. Cet argent changeait de main en une journée, en 1 heure même. C'est une véritable affaire fédérale de corruption en cours. Très opportun. Très opportun. Je pense vraiment que Trump retenait beaucoup ses procureurs pour qu'ils ne sortent pas l'affaire trop tôt. Donc cela ne nous concerne pas du tout. Je vais poser le micro avant même que nous arrivions. Voilà. Eh bien, messieurs, il est temps de passer à la cerise sur le gâteau. S'il y a une cerise, cela veut dire qu'il y a un gâteau. C'est une affirmation quasiment certaine. Pour la première fois en plus de 10 ans, le thermomètre de Central Park à New York a dépassé les 100 degrés Fahrenheit. Cela fait 38 degrés Celsius. De plus, la chaleur ressentie atteignait 112 degrés, soit 44 degrés Celsius. Environ 5000 habitants du Bronx se sont retrouvés sans électricité. La compagnie d'énergie Ditchcon Edison avait averti du risque de coupure lors du pic de charge sur le réseau. Dans ce contexte, le maire de New York, Zohran Mandali, a publié un message à l'attention des habitants. Il fait chaud et le réseau électrique fonctionne à pleine capacité pour nous rafraîchir.
Réglez la climatisation sur 78 degrés. Cela fait 26 degrés. Celsius, c'est chaud. Éteignez les lumières et les appareils que vous n'utilisez pas. Débranchez tout ce que vous pouvez. Il a affirmé que la mairie montrait l'exemple. Il aurait maintenu la même température de 78 degrés dans tous les bâtiments municipaux. Il tamise l'éclairage pendant les heures de pointe et demande à ses partenaires privés de faire de même. La logique officielle essaie de réduire la charge sur le réseau afin d'éviter des coupures massives et de ne pas mettre en danger la vie des personnes qui dépendent des climatiseurs pour des raisons médicales. La publication a recueilli 36,5 millions de vues. Mais pas parce que les gens cherchaient pour des conseils pour économiser l'énergie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a lancé une pique. Voilà donc ce qu'on entendait par la chaleur du collectivisme. C'est une référence à la propre rhétorique de Mamdani sur le remplacement du froid, de l'individualisme sauvage, par la chaleur du collectivisme. C'est Mamdani qui l'a dit. Maintenant, la gouverneure du Kansas, Sarah Huckabee, une personne non dépourvue d'humour, a écrit « Il s'avère que le socialisme n'est pas du tout gratuit. » Vivek Ramaswamy, vous vous souvenez, non ? Il a appelé cela « Voilà à quoi ressemble le socialisme ». Et il a proposé une alternative, forage, fracturation, charbon nucléaire. Et David Portnoy a écrit « 78 degrés, bienvenue dans le communisme. Profitez-en ». Mais le vrai coup n'est pas venu des critiques, mais des journalistes. Le journal New York Post, ils sont venus avec un thermomètre infrarouge dans plusieurs pièces de la mairie. Ils ont vérifié 20 endroits. Dans au moins 15 d'entre eux, il faisait bien moins que 78 degrés, celle dont Mamdani disait que nous souffrons aussi. J'ai donné l'ordre, et ainsi de suite. Combien en moins? 1 degré peut-être? La rotonde de la mairie affichait non pas 78, mais 64 degrés. Cela fait 18 degrés Celsius. Donc il fait frais. La salle du service de presse au rez-de-chaussée affiche déjà 62 degrés. Encore plus frais. Le record, c'est la climatisation dans la cabine radio du service de presse, 54 degrés. Donc cela fait 12 degrés Celsius. C'est carrément glacial, bordel. Comme dans un réfrigérateur. Et c'est justement le jour où, dans Central Park, la température a dépassé les 100 degrés Fahrenheit et des milliers d'habitants du Bronx étaient complètement privés d'électricité. Cette histoire est somme devenue un exemple classique, un appel à faire des sacrifices pour le bien commun. Mais qui lance cet appel ? Ceux qui sont alors confortablement installés. Une rhétorique qui, en général, irrite le plus le public, quels que soient mentaux ses points de vue politiques. Souvenez-vous de notre, disons, ne le mentionnons pas, Peresnov, Gavin Newsom, qui a prononcé un discours d'une demi-heure, diffusé dans toute l'Amérique, expliquant que le devoir civique est de rester chez soi et de ne pas aller au restaurant. Eh bien, si vous êtes déjà sorti quelque part, c'est nécessaire. Voilà. À 2, à 3, sans parler à personne d'autre, portez des masques, retirez le masque, mettez un morceau de nourriture dans la bouche, remettez le masque et mâchez. Exactement une demi-heure après avoir prononcé ce discours, il a été retrouvé, des journalistes l'ont vu et l'ont filmé sous plusieurs angles. 12 personnes dans un restaurant chic où chaque plat coûte 300 ou 350 $ comme on dit là-bas. Aucun d'entre eux ne porte de masque. Tout le monde parle, rit, se serre dans les bras, discute. Là-bas, je ne sais pas, ils s'embrassent et ainsi de suite. Ou Nancy Pelosi. En réalité, ce n'est pas sa tante, mais on l'appelle ainsi, sa tante éloignée. Elle appelait à la même chose, elle appelait, et puis, on l'a retrouvée dans un salon de beauté où elle s'était rendue. À peine entrée, elle a retiré son masque, l'a posé et est restée 2h30 entourée de nombreuses personnes sans masque. Voilà. Tout pareil. Voilà, donc. C'est ça qui provoque le plus d'irritation. Vous vous souvenez de la vieille blague dont j'ai parlé ? Je suis sûr que vous vous en souvenez, non ? Et si on construisait le socialisme dans le désert du Sahara ? La réponse reste toujours d'actualité. Très vite, il y aura une pénurie de sable au Sahara. La logique est simple et universelle pour toute économie planifiée, peu importe la richesse en ressources d'une région. Si la répartition n'est pas assurée par le marché, mais par un plan centralisé, la pénurie apparaît même là où les matières premières sont théoriquement infinies.
Parce que c'est ainsi que fonctionne le socialisme. À Cuba, au Venezuela, en Corée du Nord et partout ailleurs sur la planète où il est pratiqué. Et nous voulons cela à New York, nous voulons cela à Washington, à Los Angeles, partout sur tout le territoire. Nous voulons le modèle vénézuélien, au diable les États-Unis. C'est le modèle classique. Il ne s'agit pas de la disponibilité des ressources, mais du système d'incitation. Le socialisme, c'est créer la pénurie. Même là où, apparemment, la pénurie semble tout simplement impossible. Eh bien, le Venezuela, c'est pareil, non? Voilà notre cerise sur le gâteau. Sur ce, mesdames et messieurs, à bientôt pour de nouveaux événements terriblement intéressants. Mais avant cela, si vous voulez comprendre un peu plus en profondeur pourquoi le socialisme agit ainsi et pourquoi le capitalisme font exactement le contraire, n'est-ce pas? J'ai une seconde chaîne nommée Feuille de route vers la liberté. Abonnez-vous, allez-y. Et puis sur ce truc-là, comment ça s'appelle déjà? Telegram, hein. J'ai créé une chaîne qui porte le même nom que celle-ci, donc Léon Weinstein US, Weinstein US. Allez-y, abonnez-vous. Là-bas, j'y exprime toutes sortes de choses. Bon, là, c'est juste maintenant que c'est long. Long et détaillé. Combien? 35 minutes probablement. Peut-être même que le récit a duré 40 minutes, mais là-bas, il y a aussi des choses courtes que je publie quand elles me viennent à l'esprit. C'est tout. Sur ce, au revoir. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente fête. Bonne fête de l'indépendance absolue.